Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute donc du Libre Journal de Lumière de l'Espérance, le journal du dimanche de Radio Courtoisie. Nous sommes le dimanche 6 septembre 2015 et après avoir eu le plaisir d'entendre Monseigneur évêque de Fréjus-Toulon et de rendre un petit hommage, mais qui vient du cœur, à Emmanuel Ratier, mon ami et mon maître, nous allons, comme je vous l'avais promis, repasser à un sujet beaucoup plus léger qui est la littérature, la rentrée littéraire dont tout le monde nous parle dans les médias. Et pour ce faire, j'ai invité deux amis. Valérie Daubigny, qui est l'une des fondatrices, animatrices du site qui s'appelle 1, 2, 3 loisirs et qui est liée à 1, 2, 3 familles que beaucoup connaissent. Et Anne-Laure Blanc, que vous connaissez pour la plupart et qui notamment anime un blog qui s'appelle chouetteunlivre.fr, célèbre blog de Madame Chouette, qui continue le pari de son guide de littérature, permettre aux enfants et aux adolescents de découvrir de beaux livres écrits en bon français, riches en vocabulaire. Et vous êtes aussi, il faut pas l'oublier, l'auteur d'une bibliothèque idéale, coéditée par les éditions Terre Marée, dont je m'honore d'être le directeur, et la Fondation pour l'école. Édition Terre Marée, vous pourrez également retrouver un ouvrage fondamental à mon avis en cette période de rentrée, que sont les Lettres au capitaine d'André Charlier, également publié avec la Fondation pour l'école, sans oublier évidemment le désormais célèbre Tombé du nid, dont j'ai déjà parlé à cette antenne et qui a déjà été vendu à plus de 7000 exemplaires pendant l'été. Donc c'est un succès qui fait évidemment plaisir à l'éditeur, mais qui est aussi réjouissant parce que ça prouve que quand vous parlez et vous racontez des vraies belles histoires, des histoires vraies qui touchent le cœur, qui parlent de la famille et qui ne vont pas tordre la tête à tout le monde, eh bien vous touchez les gens. Et c'est un petit peu l'objet justement de l'émission d'aujourd'hui, montrer qu'à travers cette espèce de vague d'ouvrages au minimum médiocre, mais pour beaucoup même extrêmement pervers, et peut-être on évoquera un ou deux exemples. Il y a surtout, à la fois dans les ouvrages qui existent déjà, mais aussi et surtout dans ceux qui sortent régulièrement, dans les 80 000 livres qui sortent chaque année, il y a quelques très très belles perles, très beaux livres, et c'est pour évoquer ces livres-là que j'ai invité donc Valérie Daubigny et Anne-Laure Blanc pour qu'on fasse un petit peu un tour justement des bonnes surprises, des choses qui existent, qu'elles ont découvert ces derniers temps, et d'une manière plus globale sur le fait que l'édition française produit encore des très belles choses à lire pour les adultes, mais aussi pour les adolescents et pour les enfants. Valérie Daubigny. Donc, alors je vous ai annoncé comme fondatrice d'un 2, 3 loisirs. En fait, j'ai repris un flambeau. Je l'ai repris il y a 18 mois à peu près. Un flambeau allumé, je crois, en 2006. Et ce qui est intéressant de savoir pour nos auditeurs, c'est qu'en fait, 1, 2, 3 loisirs est attaché, comme vous l'avez dit, à 1, 2, 3 familles, qui est une entreprise commerciale. Qui vend des jouets, voilà, des objets, jouets, des déguisements, des choses comme ça. Que la loisirs créatifs, voilà. Etc. Et au départ, les personnes qui ont fondé cette entreprise, monsieur et madame de Langallerie, ont souhaité, dans le même temps, ouvrir un site qui fasse du bruit autour des bons livres. Et ça, c'est animé de manière tout à fait bénévole, indépendamment de toute recherche commerciale. Nous-mêmes, nous sommes totalement libres de sélectionner les livres, etc. Donc c'est un comité de lecture en fait qui a été créé, et qui sélectionne, voilà, qui fait les fiches sur les ouvrages. Et qui met en ligne les bons livres, qui détecte les pépites, comme vous l'avez dit, et puis qui le fait connaître. Donc je trouve que c'est un hommage à leur rendre. Et puis ce flambeau de manière bénévole, voilà, évidemment. Totalement bénévole. Tout le monde est bénévole. Alors, ça représente une équipe de combien de personnes? Écoutez, nous sommes une bonne dizaine. Moi, ça m'occupe presque un peu plus d'un plein temps, un peu plus d'un mi-temps, pardon. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait de la manière la plus professionnelle possible, mais pour les autres, pour le bien du livre, pour le bien des enfants, des familles, qui, comme vous l'avez dit, sont noyés en fait dans toutes ces sorties pléthoriques. On a l'impression d'avancer dans une forêt très dense. Dans cette forêt, il y a des arbres avec des fleurs et des fruits magnifiques.
Et puis aussi, comme vous l'avez évoqué, des arbres beaucoup plus épineux. Et oui, parfois les familles restent à l'orée de cette forêt, n'osent pas tellement entrer dans les livres récents. De peur de tomber sur quelque chose de pénible, du coup, elles se contentent, ce qui est déjà une bonne chose, oui, mais de lire ou de faire lire à leurs enfants des ouvrages références du temps jadis, voilà, sur lequel au moins il n'y a pas de risque à prendre. Alors qu'en fait, il y a aujourd'hui d'excellentes plumes, des gens qui font un très beau travail pour la jeunesse, et leur rendre hommage et acheter leurs livres, c'est leur permettre d'en écrire d'autres, et tout ça est vraiment important. Oui, je partage tout à fait votre démarche. Alors, Chouette un livre, c'est un petit peu la même chose. Après avoir édité cette bibliothèque idéale en 2010, donc éditée par Terra Mare et la Fondation pour l'école, j'ai décidé de continuer à présenter les nouveautés, donc les bons livres, les bons et beaux livres. Et donc, depuis 7 ans, Chouette un livre propose 4 petites notes de lecture par semaine. Alors, ce sont pas des critiques, hein, c'est vraiment donne l'envie de lire, envie de lire ces bons livres. C'est totalement aussi bénévole. Ça n'est lié à aucune librairie, à aucun réseau de diffusion. Donc, je suis totalement libre. Alors, je ne vois pas tout, Madame bien Chouette sûr. est totalement libre. Totalement libre. Ça, je ne vois pas tout, mais je ne parle que de ce qui me plaît. Donc, c'est totalement subjectif, je l'assume. Et très positif. Et très positif, parce que si on commence à cracher dans la soupe, eh bien, on se dégoûte soi-même et on n'a laisse pas fini, oui. très vite tomber. On n'a pas le temps. Donc voilà, pour la bonne humeur générale, ce sont des livres positifs et des beaux livres. Donc la même démarche que celle de Valérie Develly. Anne-Laure, je vous le dis droit dans les yeux, ça fait maintenant 9 ans que je suis harcelé par des gens qui me disent « À quand la suite ? À quand la suite de une bibliothèque idéale ?» qui, le premier tome s'appelait « Que lire de 5 à 11 ans ?» et évidemment, les lecteurs qui ont aimé ce livre, on en est à la 4e édition, réclament la suite. Soit d'abord une actualisation évidemment, et puis surtout la suite, donc de 12 à 18 ou de 12 à 15, de 15 à 18, etc. Alors est-ce qu'on peut envisager ça un jour? Alors c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait on a plusieurs façons de lire quand on est adolescent. Soit on achète les livres traduits de l'anglais au kilomètre, qui sont ennuyeux, insipides ou vulgaires ou désastreux, uniformes, ou on reste dans le récit d'aventure, le récit de voyage à la Sylvain Tesson par exemple, parce que ça donne beaucoup d'énergie. Soit on passe dans les grands classiques. Et pourquoi faire une littérature spéciale pour les adolescents? Alors moi je veux bien essayer d'actualiser en commençant peut-être avant 5 ans. On peut faire ça en partenariat avec un, 2, 3. Voilà, tout à fait, en ressortant les fiches. On va croiser les sources. Croiser nos fiches, par exemple. Ouais. Mais je pense que sur le créneau adolescent, il faut y aller doucement et ne pas parler que de littérature entièrement contemporaine. Non, bien sûr. Dans tout ce qui est romanesque. Il y a des bonnes choses, on en trouvera, mais on ne se limite pas à ça. Le but d'un enfant qui sait bien lire, c'est de passer à la littérature classique. Si je prends l'exemple que vous avez sous les yeux, qui est le Tour d'Europe, qui a été écrit par Mathilde Gibelin et Fanny Trullier. Voilà pour moi un exemple type de ce que j'aurais envie de faire lire à mes adolescents. Tout à fait. Alors elles ont en effet parcouru 6000 km à pied. Alors le livre techniquement est édité par les Amis du Livre Européen, donc on l'achète en ligne. Elles ont réalisé un tour d'Europe sac à dos à pied, donc en partant du Mont Ventoux un 21 septembre 2009 et en arrivant à Aumont-d'Aubrac le 28 juillet de l'année suivante. Donc c'est un magnifique voyage qu'elles racontent à 2 voix. Alors elles étaient parties chercher un petit peu des légendes européennes, pensant qu'on leur raconterait des histoires. Et en fait, là, elles ont pas été un peu déçues, mais elles se sont confrontées à la réalité qui est qu'on les envoyait dans les bibliothèques. Et voilà, donc la vraie légende. Si elles s'attendaient à croiser Ulysse, elles ont dû être déçues, oui. Voilà, mais c'est elles qui sont devenues des Ulysse demoiselles. Et c'est leur histoire qui est magnifique parce que elles vont visiter cette Europe ancestrale. Elles vont trouver des gens très accueillants, d'autres beaucoup moins. C'est l'Europe de Jean de Brême qu'elles ont visité en fait. Voilà, elles vont jusqu'à Olympie pour courir sur le stade. Elles font vraiment un tour extraordinaire et elles le racontent très bien avec leur joie, leur doute aussi, parce que quelquefois il fait un petit peu froid, camper dans un fossé au mois de novembre. Donc c'est un très très beau récit de voyage. Donc le Tour d'Europe, Fanny Trullier, Mathilde Gibelin. Je recommande vraiment aux auditeurs de Radio Courtoisie, j'ai la chance de connaître les auteurs. Moi aussi. Elles ont une vivacité, une intelligence et une énergie qui est absolument exemplaire. Je souhaite aux parents d'avoir des enfants avec autant de qualité
et une telle énergie, et en plus elles sont toujours au service des autres. Elles ont une capacité. Enfin, ce sont pour moi des modèles aussi, donc surtout n'hésitez pas à lire ce livre-là. Je pense qu'avant de le lire, il faut aussi emmener ses enfants, ses propres enfants sur les sentiers, parce que c'est bien, là on parle de lecture, mais ça donnera envie. Un livre dans le sac à dos et on va se promener. On va dormir en refuge, on va dormir en camping, on va vraiment marcher avec eux pour leur apprendre à marcher, parce que c'est pas un hasard. Les parents de Fanny et les parents de Mathilde sont de très grands randonneurs. Ils leur ont donné le goût de ça. Voilà, donc ils leur ont donné le goût, ça s'est transmis. Et ce qu'elles veulent maintenant, à leur tour, c'est transmettre ce goût de l'aventure. Et ça, c'est vraiment très très bien. Alors Valérie, là on est sur le sujet justement des adolescents. Que pensez-vous justement et comment vous traitez, parce que vous avez une classification aussi très très précise sur le site à notre loisir. Que pensez-vous justement de cette catégorie très particulière que sont les adolescents qui par définition n'aiment pas lire, à qui on impose la lecture à l'école, donc déjà un programme qui déjà les exaspère et les étouffe. Donc il faut, si en plus il faut leur redonner des ouvrages qu'ils n'ont pas choisis, ça doit être extrêmement compliqué. Effectivement, je pense que pour la période de l'adolescence, il est désastreux d'avoir une position volontariste. Donc les amener à explorer des champs différents. Alors le champ de l'aventure, de l'histoire vraie était excellent. Il amène à donner envie de partir, c'est vrai. Le champ de l'imaginaire, et on trouve encore aujourd'hui, là j'ai un exemple sous les yeux, c'est un livre écrit en français par Madame Paris, P-A-2-R-Y, chez Hachette, qui s'appelle Oniria. Il y a pour l'instant 2 tomes qui sont sortis pour les adolescents. Là, on trouve dans ce livre tout ce qu'on aime dans le rêve, la fantaisie. Donc on part dans un monde différent. Le livre aussi nous emmène dans l'aventure de notre psychologie aussi, à travers des héros, à travers des situations. Ça c'est intéressant pour les adolescents. À explorer avec beaucoup de prudence ce domaine du livre psychologique, du roman ado, ce qu'on appelle le roman ado. Là, c'est vraiment, il faut vraiment que les parents s'appuient sur des sélections. Mais ce qui est intéressant dans ce genre de livre, c'est que lorsque, par exemple, vous pouvez avoir un échange avec votre adolescent autour d'un bon livre qui vous emmène, où il y a des psychologies compliquées ou des situations délicates, vous allez pouvoir discuter avec lui sans lui parler de lui-même. Donc c'est une observation décentrée. Comme une œuvre d'art aussi. On peut parler, en parlant de l'œuvre, comme d'un film, autour d'un film. Avec les adolescents, il n'y a rien de mieux finalement. Qui peut plus ou moins s'identifier et donc voilà. Comprendre. Et puis on est tranquille, on se parle pas les yeux dans les yeux de soi. On parle de quelqu'un d'autre. Donc là oui, il y a de bons livres. Alors je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, Anne-Laure Blanc. Il faut pas avoir cette fièvre du chiffre en roman adolescent. D'abord, il y en a quand même très peu qui sortent, qui sont vraiment de qualité. Oui. Il faut l'admettre. Et puis, effectivement, bien regarder les rééditions. Il y a de belles rééditions, avec parfois des illustrations excellentes, des nouvelles illustrations excellentes. Je pense au Vieil homme et la mer, illustré par François Place chez Gallimard. Tout à fait. Excellent. D'Hemingway, qui donne vraiment envie de le lire. Le roman historique aussi, oui, mais pas toujours. Vraiment, là aussi, à manier avec des pincettes. Ne pas donner sa confiance une fois pour toutes, ni à un éditeur, ni à un auteur. Voilà, on les examine vraiment, on examine le livre un par un. Et donc vous faites des fiches qu'on trouve sur notre loisir. Voilà, dès qu'un livre est retenu par le comité de lecture, il est immédiatement mis en ligne. C'est ça qui me plaît énormément. C'est finalement, moi je suis un peu habitée par une fièvre, la fièvre de partager d'heureuses découvertes. Et alors justement, est-ce que Anne-Laure, est-ce que c'est pareil pour vous? Est-ce que vous avez un échange? Est-ce que vous avez sur vos sites des gens qui réagissent, qui vous disent oulala, mais d'abord vous n'avez pas parlé de tel livre qui est remarquable, vous devriez, d'ailleurs en conseil, et puis au contraire d'autres qui disent comment vous osez faire la promotion de ce livre, il y a cet aspect-là que vous n'avez pas vu, est-ce que vous avez ces échanges ou pas? Alors moi, les commentaires arrivent plus sur la page Facebook de Chouette un livre, oui, sur laquelle je poste régulièrement, presque, j'espère, à peu près tous les jours, la note du jour, justement. Donc là, j'ai des commentaires, quelquefois des partages. Alors quelquefois, on m'envoie des notes. J'ai quelques personnes qui m'envoient très régulièrement des notes de lecture très bien faites. Et je cite leurs prénoms, notamment Nathalie, en Belgique. Et puis d'autres, non, des critiques, non, pas vraiment de désaccords profonds.
Je pense que les gens qui sont en désaccord le disent pas ou vont ailleurs. Mais bon, jusqu'ici ça se passe pas mal. Ça pourrait être aussi, mais... parce que parfois quand on lit très vite, il peut y avoir un aspect du livre. Oui, tout à l'heure, on faisait allusion à un livre que vous me montriez tout à l'heure, la Valérie. Oui. Il peut se comprendre, s'interpréter d'une manière différente. Moi, je n'y comprends rien du tout. Oui, moi non plus. Donc, c'est pourtant un album pour très jeunes. J'ai lu plusieurs fois et je ne sais toujours pas si le héros est une fille ou un garçon. Il hurle qu'il est une fille. Les autres le voient comme garçon. Et puis, je passe les détails aux auditeurs. Théorie du genre. Ah oui, c'est un livre à fond théorie du genre et qui se termine par une page. Et qui est laid en plus. Vraiment moche. Et qui, avec une bulle, on est unique. Unique au pluriel, on est unique. Voilà, donc effectivement, là, comme vous dites, ça nécessite une étude approfondie. Alors nous, 2-3 loisirs, notre site 23loisirs.com offre tout à fait la possibilité d'échange. Je trouve que les lecteurs et les utilisateurs ne s'en servent pas assez. Nous sommes très demandeuses et très demandeurs, mais bon, voilà. Mais cela arrive, je réponds toujours très vite, de manière approfondie. Également, à chaque fois que nous mettons un livre en ligne, il apparaît aussi sur notre page Facebook, donc ça peut permettre d'autres échanges, peut-être plus spontanés. Il faut quand même que les auditeurs, pour ceux qui ne le savent pas, aient bien conscience de ce que représente la production de l'édition française, qui publie entre 75 et 80 000 livres par an. Dont 30% pour la jeunesse, enfin plus de 20% pour la jeunesse. C'est le premier secteur de l'édition. Ouais, c'est gigantesque, ce qui représente en fait pour vous, pour les lecteurs, les comités de lecture et les libraires, quasiment 250 livres par jour. En nouveauté. Alors là-dedans, vous avez aussi des cartes Michelin ou des choses comme ça, mais c'est même pas une profusion. Des livres d'activité aussi. C'est insupportable. Des documentaires, etc. C'est humainement insupportable à traiter. Donc comment est-ce que vous arrivez, comment vous triez déjà, vous arrivez à faire ce premier tamisage de la production française? Je vais peut-être répondre pour 1-2-3 loisirs. Les éditeurs nous envoient leur parution du trimestre qui vient. Donc vous avez un partenariat avec des éditeurs qui vous envoient systématiquement. Voilà, ils m'envoient par mail leur programme. Et vous dites ça m'intéresse. Là-dedans, j'essaye de sentir. Voilà, j'essaye de sentir, mais j'essaye de ratisser quand même large. Parce que il serait idiot que je passe à côté d'un bon, donc je ratisse un petit peu large, mais pas trop quand même. On nous les envoie, et là-dedans, je propose au comité de lecture, je n'impose jamais. Donc il y a des livres qui restent, parce que personne n'a envie de les lire. Voilà, et ça c'est déjà un signe. Ouais. Si ça vous intéresse, pour l'année dernière, l'année scolaire 2014-2015, j'ai vu que nous avions traité environ 930 livres. Ce qui est déjà pas mal. Donc, qui ont donné lieu à 930 fiches sur votre site? Alors, pas encore. Il y en a plus de 300 qui ont été acceptés et qui sont en ligne. Donc ça, sur une année scolaire. Il y en a 110 qui sont en lecture. Donc j'attends les retours. Il y en a 300 qui ont été refusés. Et il y en a encore 200 en attente. Donc parmi ces en attente, je pense qu'il y en a beaucoup qui seront refusés en fait parce qu'ils n'ont pas été pris. Donc vous voyez, ça fait déjà des gros volumes. Hein. C'est un grand garage. Et pourtant, on va dire que c'est epsilon par rapport aux chiffres que vous avez annoncés tout à l'heure. Et qui se renouvellent chaque année. Voilà, exactement. Ce sont des vagues successives qui sont dans lesquelles on peut facilement se noyer quand même. Et qui permettent tous les espoirs aussi. Alors du coup. Aussi. Moi j'ai pareil, j'ai la même chose avec Chouette un livre. J'ai double démarche. Quand il s'agit des albums pour les tout petits, je joue la cliente lambda d'une librairie, des grandes librairies parisiennes, j'habite en région parisienne, et je vais voir ce qui est proposé à quelqu'un de naïf qui entre dans la librairie. Les albums, on peut les lire assez rapidement, on regarde les illustrations, ça va vite. Pour les romans et tout ce qui est justement en lecture un peu plus longue, là j'ai aussi un partenariat avec les éditeurs. C'est moi qui leur demande, j'attends pas qu'on m'envoie des livres, sinon le garage ne suffirait pas à tout stocker. Et donc je les reçois et je les lis d'un bout à l'autre. Ce qui nécessite de lire vite et quelquefois de laisser passer en effet des pépites parce qu'on n'a pas le temps de tout lire. Voilà. Donc j'essaye de lire tout ça, de me tenir vraiment au courant. C'est passionnant, comme vous dites. On ne s'arrête pas et puis on fait tester aussi quelquefois les livres par des enfants ou des petits enfants. Quand les livres sont bons, évidemment. Alors, deuxième opinion. Quelle est la pépite, si vous nous en avez sorti une, que vous avez vraiment envie de faire partager l'une et l'autre
aux auditeurs de Radio Courtoisie aujourd'hui pour cette rentrée? Une ou plusieurs, il n'y a pas de... Alors je vais commencer par un livre et puis on va jouer au ping-pong. Oui, en plus donc du Tour d'Europe de nos deux, Fanny et Mathilde, évidemment. Alors chez Bayard Jeunesse, on a le feuilleton d'Ulysse de Muriel Zac, qui est en fait le troisième ouvrage d'une série qui a commencé par le feuilleton d'Hermès et le feuilleton de Thésée. Et donc, c'est la mythologie grecque en 100 épisodes. C'est remarquablement bien fait parce que chaque épisode est très bref. Il fait 2 pages ou 2 pages et demie de ce grand livre. Il est lisible à haute voix très facilement. Tout a été, en effet, il a été écrit dans un français remarquable. Ça s'adresse à... Alors, ça s'adresse, en fait, on peut commencer à les lire aux enfants à partir de 5 ou 6 ans. Ah oui. Oui, elle les a racontés dans les classes de grande maternelle. Et puis, on peut les lire jusqu'au collège. C'est une mine, c'est très très bien raconté. Elle a repris, bien sûr, bon là, en ce qui concerne Ulysse, bien sûr, l'Odyssée, et puis aussi un petit peu de l'Énéide. Enfin, elle a fait son miel de toutes ces grands récits mythologiques. Et c'est vraiment un livre sensationnel que les enfants lisent et relisent. C'est un bel album. Les auditeurs ne peuvent pas voir, voilà, par définition, donc, mais qui est un manifestement un très beau livre. Très très beau livre. Voilà. Oui. Alors, à vous, Valérie. Alors, du coup, je vais présenter... C'est plutôt une bonne surprise venant de Bayard, parce qu'il nous réserve en général des mauvaises surprises. Ah oui, mais les 3 volumes sont magnifiques. Alors, moi, c'est chez Flammarion Jeunesse. Un livre que j'ai trouvé à mon retour de vacances et que j'ai trouvé intéressant, qui s'appelle Petites histoires des mots venus du grec. J'en ai déduit. Voilà, je me dis que c'est une bonne suite au livre que vous venez de présenter, Anne-Laure Blanc. Et puis, ça m'a amusé de voir qu'on avait peut-être vite sorti un tel livre pour répondre à l'appétit des parents. Inquiets peut-être. Qui se demandent pourquoi ou s'ils doivent faire du grec et du latin à leurs enfants. Bon, alors là, du coup, ça participe de quelque chose que je n'aime pas beaucoup d'habitude, qui est le livre commercial. Mais en fait, il est très bon, il est très bien. Et vraiment, moi, j'aurais aimé avoir ça quand j'hésitais à commencer le grec beaucoup plus jeune. C'est lettre par lettre, il y a des mots classés par leur racine grecque. On apprend des définitions vraiment intéressantes. C'est bien fait. C'est pas du tout ennuyeux, pas lourd. On part par exemple. C'est un petit livre. Voilà, c'est un petit livre. En partant par exemple de épi, on a épiderme, épicentre, épilogue avec les définitions, une petite histoire. Donc ça, je pense que c'est intéressant. C'est bien pour des enfants qui sont en 6e, 5e. Petites histoires des mots venus du grec. Brigitte Heller chez Flammarion Jeunesse. Et il coûte 5,20 €. Il vient de sortir. Oui, il est la taille d'un découvert Gallimard. Et il est. Voilà, c'est un bon petit livre. Ça c'est typiquement ce genre de fiches qui sont à la fois sur des ouvrages techniques, mais également, j'imagine, sur des romans, sur des choses, ou des rééditions dont vous parliez justement. Oui, voilà, les rééditions. Alors là, je peux enchaîner et puis je vous repasserai la parole, Anne-Laure. Effectivement, un livre que j'ai beaucoup aimé, texte classique, Folio Junior, donc Gallimard. Le livre des merveilles de Marco Polo, raconté par Pierre-Marie Baude. Pierre-Marie Baude qui a vraiment une belle plume. Là, c'est peut-être le moment de dire qu'on ne s'improvise pas auteur pour la jeunesse. Pas du tout. Pas du tout. Ni même quand il s'agit de reprendre des textes tout court. Mais quand il s'agit surtout d'adaptation. Exactement. Les adaptations, c'est redoutable. Voilà. Donc là, Pierre-Marie Baude a une approche intelligente. Il fait raconter le livre des merveilles de Marco Polo par un jeune homme, Angelo, qui l'accompagne. C'est fin. Il y a à la fois de la psychologie, des personnages intéressants, masculins, féminins. En même temps, une découverte au bout du monde. Ils partent pour des années. Ils sont partis pendant 24 ans. Si vous voulez, je peux vous lire juste un petit passage. Volontiers. Donc, dans la bouche d'Angelo, qui raconte ce voyage avec Marco Polo. 24 années à découvrir les plus grandioses spectacles de la nature, les montagnes, les déserts, les steppes, les mers, les îles, joyaux de verdure. Marco s'émerveilla de la diversité du monde. Personne mieux que lui n'acquit la connaissance des trésors cachés dans le cœur des hommes, qu'ils soient indiens, tartares, perses, vénitiens, génois ou simples bons chrétiens. Et moi, Angelo, j'ai eu la bonne fortune d'être toujours à ses côtés, partageant avec lui l'émerveillement devant le spectacle de la vie. Comme le monde est divers, comme il est coloré. C'est une belle histoire, c'est bien écrit. C'est très bien écrit. Style recherché, tout à fait abordable pour tous, garçons et filles, à partir de 12 ans. Alors sur le site 1, 2, 3 loisirs, nous disons si le livre est garçon et fille, garçon ou fille.
Voilà. Bien. C'est peut-être un peu... Pas très porté sur le gender chez vous, Non, alors. pas très. Ok. Je vais vous dire, très honnêtement, je me suis interrogée sur la nécessité de maintenir cette distinction. Et finalement, nous en avons bien parlé et nous la maintenons. Parce que je pense que les parents ou les professeurs qui cherchent des livres ont besoin d'avoir ce renseignement. Il se justifie tout à fait. Surtout pour trouver de bons livres pour garçons. Parce Oui. que les romans pour demoiselles, on en trouve à foison. Les garçons, c'est beaucoup plus difficile de les faire lire. Et comme c'est plus difficile, les éditeurs laissent un peu tomber. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Donc il faut vraiment encourager les garçons à lire des livres d'aventure, des livres comme celui-ci, des livres de voyage ou d'autres livres. Mais Parce que sinon, on tourne toujours autour des signes de piste, et c'est toujours remarquable. Voilà, mais on a l'impression que quand on regarde un petit peu dans nos bibliothèques, dans les bibliothèques ou les librairies, sorties pour les garçons des traditionnels livres de piste, on voit pas grand-chose. Et j'aimerais bien que Gonel Barroso nous écrive des livres pour Oui, garçons, après oui. ces livres sur les demoiselles de la Légion d'honneur. Alors, je pense qu'on en a quand même pas mal, des livres Oui. historiques, des récits d'aventure, des livres aussi qui font quand même appel à la psychologie. Alors malheureusement, les éditeurs, parfois, dans un souci commercial, teintent les couvertures d'une apparence qui rebute les garçons. Et pourtant, à l'intérieur, le bouquin serait excellent pour un garçon. Oui, mais c'est souvent souvent les parents qui les achètent encore. Bien sûr. Alors donc, pour leurs enfants. Voilà. Oui, oui. Alors, Et oui, mon fils, là, juste avant l'été, il a 12 ans, on lui a offert, pas nous, son parrain lui a offert la série Les Princes Eric. Mhm. Donc, sans qu'on lui ait conseillé, de manière presque spontanée, il a été dans une librairie et il s'est attaché à ce qu'il connaissait, évidemment. Et puis, un grand classique. Alors, peut-être qu'il y avait autour d'autres livres qu'il n'a pas choisi, mais c'est Le Prince Eric. Alors, moi, je suis ravi parce qu'effectivement, pour un enfant de 12 ans, que découvrir et aimer la lecture à travers Le Prince Eric, ça me va très très bien. Mais voilà, on a l'impression parfois qu'il s'est rien passé depuis la sortie du Prince Eric. En fait, il s'est passé beaucoup de sorties fantastiques. Et puis glissant d'un fantastique de plus en plus noir vers des livres qui mettent en scène des jeunes qui s'entretuent pour obtenir parfois un bien. Ça, il y a vraiment toute une veine là-dedans, et une veine qui est presque la un mode peu... des romans dont vous êtes le héros, qui a sans doute été assez pervers Voilà. pour la lecture. Et avec une description des scènes de violence qui n'est plus du tout, qui n'est plus légère, mais qui est vraiment lourde, glauque, sanglante. J'ai un mot qui me vient à l'esprit d'une lectrice du comité de lecture qui parlait l'autre jour d'une véritable boucherie. Donc ça, voilà. Et ça devient, il faut arriver à faire sortir les adolescents et les adolescentes de ce genre. Et c'est là où il faut... Qui est vraiment proéminent aujourd'hui. Oui, avec des gros pavés. Hein. On se dit, ils ne lisent pas, mais en fait, ça, ils les dévorent. ils peuvent dévorer. Voilà. Donc, faut essayer de les inciter. Je pense une porte de sortie, je sais pas ce que vous en pensez, Anne-Laure Blanc, mais une porte de sortie pour explorer d'autres genres peut être le policier à un certain âge. Certains policiers. Vers 14-15 ans, ça peut être une bonne manière de sortir et puis ensuite de repartir vers de vrais romans. Du genre Ex-Braya. Oui, et avec puis de l'humour. Oui, avec de l'humour. C'est un de mes auteurs préférés. Donc exactement. J'en fais la promotion qui sont parfois extrêmement bien écrits. C'est jamais vulgaire, c'est très bien écrit parce qu'il a quand même une très jolie plume et les histoires sont drôles. Il s'est toujours teinté d'humour. Et les intrigues policières dans la plupart des romans de Brasillac, les lapsus révélateurs. Je pense aussi à Fred Vargas, j'en ai lu un cet été qui était bon, c'est très bien écrit. Là comme ça, je peux pas vous citer toute une liste, mais sur le site 1, 2, 3 loisirs, en entrant dans le genre policier, et selon la tranche d'âge, il devrait y avoir pas mal d'idées. Est-ce que Fajardi est un auteur que vous recommanderiez, malgré ce qu'il était personnellement et la manière dont il a fini, aux adolescents? Frédéric Fajardi. Moi, alors pour ma part, je n'ai pas d'avis. La Petite Vermillon, lui a édité. Je n'ai pas d'avis sur le sujet. Non, moi non plus. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai presque tout lu. Oui. Il y a toujours il y a un petit côté un peu noir, parce que je pense qu'il avait l'âme un peu noire. Ouais. Mais il y avait une liberté de pensée qui faisait penser un peu à un nanar de droite. Ah oui. Dans la structure de son écriture et du fond de ses histoires. Mais c'était du vrai roman, très bien écrit, souvent historique. Ouais. Et
je trouve que bon, c'est plus masculin que féminin, ça c'est sûr. Moi j'imagine moins. Alors peut-être si vous avez peut-être lu les Foulards rouges, qui était l'un de ses plus connus. Alors on est plus dans une aventure de cap et d'épée, très historique. C'est évidemment mais c'est une bonne idée. Ils sont édités toujours, vous pensez? Oui. Ah oui, ils sont toujours édités. Lui, il est mort il y a 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Bon, mais il était vraiment bon. Si vous ne l'avez pas lu, on n'aura pas d'avis. Ouais. Mais moi je les recommande parce que c'est pas trop tôt, parce que c'est quand même, il y a des scènes un peu difficiles dedans aussi. Mais à mon avis, pour des adolescents, ça peut être vraiment intéressant. Je crois que, de mémoire, c'est La Petite Vermillon, c'est la collection de poches de la Table Ronde, je crois, qui publie ça. Bon, pour ma part, je vais regarder. Frédéric Fajardo. Alors, dans le style anard de droite, et on va s'adresser peut-être aux un petit peu plus jeunes, dès 8 ans, on a une réédition chez Grasset Jeunesse d'un Introuvable de Pierre Gripari qui était Jean-Yves à qui rien n'arrive. N'avait pas encore été réédité. Alors, pourquoi vous avez choisi ce titre-là? Bien sûr. Alors, donc, l'original, enfin, le premier chez Grasset était illustré par Claude Lapointe. Il était sorti en 85. Celui-ci est illustré par Thil Charrier. C'est pas vilain. Il est en format poche, donc il ne coûte que 9 €. Grasset Jeunesse, Pierre Gripari, Jean-Yves à qui rien n'arrive. Alors, c'est une série de contes qui s'enchaînent autour de ce personnage de Jean-Yves qui était quelqu'un qui savait raconter des histoires, mais qui était un petit peu lunatique. C'est un petit peu un clone de Pierre Gripari, qui est bibliothécaire et qui va raconter à Jeannot des tas d'histoires, notamment des histoires de monstres, le conte des 3 pins noirs, c'est avec les blagues sur les 3 noirs points, etc. Et puis la légende de Saint Satan, que j'aime beaucoup, parce que Satan décide vraiment d'aller enquiquiner, excusez-moi le terme, le bon Dieu, en devenant peintre d'icônes. Enfin, il veut être représenté sur une icône pour qu'on se prosterne devant lui, etc. Et un saint moine orthodoxe va lui apprendre à peindre, et tant et si bien que finalement le petit diable sera plus diable du tout, puisque l'art et le sacré vont de pair. Vont le convertir. L'art et le sacré vont le convertir, et je veux dire que c'est absolument... Ça c'est bien je l'ai jamais lu, c'est bien du Gripari, ça. C'est tout à fait du Gripari, léger comme ça, et d'une profondeur finalement insondable. C'est un vrai bonheur pour les auditeurs qui ne connaissent pas Pierre Gripari. Alors là, je ne peux que le recommander. Je connais pas celui-là, donc... il est extraordinaire. Et puis on a Jean-Yves à qui rien n'arrive. Jean-Yves à qui rien n'arrive, un chapitre, un conte, enfin pas un conte, c'est des contes, et puis il y a des petites histoires locales du village, dont l'histoire des élections qui est très drôle, parce que Jean-Yves vote pour l'UR, l'Union des Racines, alors que quelqu'un vote pour le P, Parti des fruits à noyaux. Je vous laisse dire, PFN à l'époque, c'était un... etc., y compris le Rassemblement des agrumes ou le Parti des légumineuses. C'est à mourir de rire. Donc tout ça se moque un petit peu du monde. Parce qu'en plus, c'est plein d'allusions. C'est très fin. C'est truffé d'allusions et beaucoup d'humour. Il y a chez Pierre Gripari énormément d'humour, ce qui pour des jeunes, là encore, on en revient à notre discussion, est un bon moyen de découvrir la lecture et d'aimer lire. Parce qu'on n'est pas, quand on lit, on n'est pas obligé de s'ennuyer. Oui, et puis c'est cette façon de jouer avec la langue française qui est extraordinaire. Il a une langue magnifique. Il a une langue magnifique. Il a vraiment une langue magnifique. Quand vous connaissez la rue Paul Ichinel ou la rue Abel Aubois. Voilà, donc ce sont des jeux de mots permanents. Enfin, je ne vais pas passer toute cette émission à parler de Gripari. Donc c'est chez Arrêtez-moi. Chez Grasset Jeunesse, c'est une réédition, voilà. Eh bien, que Grasset aujourd'hui réédite Gripari, c'est un signe très positif. Voilà. Tout à fait. Non, qualité et intelligence ne sont pas contraires de plaisir et passion. Mais contrairement à ce qu'on pourrait parfois imaginer. Alors, je me souviens d'une émission qui a eu lieu à cette antenne il y a déjà quelques années. J'ai complètement oublié qui était l'auteur ou l'invité. Il me semble que c'était un académicien. Et il parlait justement de la littérature et des livres pour les jeunes. Et cet auteur nous expliquait de manière assez radicale que en fonction de l'âge, il y avait vraiment une typologie de romans, de livres à faire lire aux jeunes. En fonction de l'âge, et notamment, je me souviens très bien que tout ce qui était roman, il avait dit ça, il faut le proscrire absolument des adolescents. Parce que, expliquait-il, et je trouvais son explication très pertinente, on est à un âge où on ne doit pas les entraîner dans
dans la fuite du monde, donc dans le roman, dans quelque chose qui n'existe pas, mais au contraire, leur faire lire des essais, des biographies, pas nécessairement uniquement de grands saints, mais vous parliez de Marco Polo tout à l'heure, pour justement qu'ils puissent s'identifier et qu'ils puissent prendre des modèles réels, existants, et non pas du roman, des choses fictives, et donc tomber, comme le font beaucoup d'adolescents d'ailleurs, dans le fantasy, dans le roman qui les emmène dans des mondes qui les déconnectent encore un petit peu plus, ou les dégoûtent encore un peu plus de la vie dans laquelle ils sont. C'est radical comme position, je trouvais ça intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un vaste débat qui dure depuis très longtemps, depuis toutes les histoires de l'éducation reviennent à ce débat. Donc on a eu toute la période rationaliste, souvent radical socialiste, il faut le dire aussi, qui a en effet n'a promu que le Tour de la France de 2 enfants, par exemple, ou des livres techniques. Rousseau ne voulait pas que les enfants lisent des romans. Même lire déjà c'était dangereux, mais lire des romans sûrement pas. Il y a toute une tendance de l'éducation. De mémoire, dans l'émission, pour juste préciser ma pensée, il disait que les enfants, au contraire, il fallait les aider à développer leur imagination, mais que l'adolescence en particulier était l'âge où il fallait les ramener au réel pour éviter que cet âge difficile, ils se renferment et ils aillent dans leur monde ou ils partent dans des mondes parallèles. Voilà. Donc ça s'adresse, cette remarque, je me souviens très bien, et ça s'adressait vraiment particulièrement aux adolescents. Moi, je me méfierais d'un schéma radical sur la question. Vous voyez, mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose à entendre dans la réflexion de cette personne, une réflexion que j'ai essayé de mener aussi sur le genre purement romanesque pour les jeunes filles. Purement romanesque. Bovary n'est jamais loin. Alors on n'est pas loin, mais je pense par exemple aux séries, je pense par exemple aux Jean de Mogador. Vous voyez, moi j'ai beaucoup aimé les Jean de Mogador quand j'étais jeune. Je suis pas sûre que ça ne m'ait fait que du bien. Voilà, en fait, je me méfie pour la construction de la sensibilité. À un moment difficile. Oui. Voilà. De pas rêver sa vie, etc. Chercher le pincement de cœur à tout prix. Voilà, je me méfierais un petit peu. Les Jalna, par exemple. Dans ma famille, on s'est nourri des Jalna. Oui, ça a nourri des générations. Eh bien, moi, je les ai pas tellement fait lire à mes enfants, les Jalna, pour la même raison. Moi, j'ai des garçons, votre fille, donc c'est un petit peu différent. Mais même à mes garçons, enfin dans ma famille, hommes et femmes avaient cet attrait pour la littérature. On lisait à peu près, on lisait des choses semblables. Les Jalna, je les ai pas fait lire à mes garçons non plus. Non, ils sont pas entrés dans la maison. Un petit peu parce que j'avais aussi cette petite crainte que ça n'éveille pas que du bon. Voilà, c'est une question que j'ouvre. Je n'ai pas la réponse. C'est vrai que les parents sont quand même les mieux placés pour savoir, en fonction de la sensibilité de tel ou tel enfant, de quelle manière il pourrait être touché ou pas par tel ou tel livre, ou plonger justement dans un romantisme ou exacerbé, quoi. On parlait des Guénaël Barusso tout à l'heure, Anne-Laure Blanc, toute sa série des Demoiselles de la Légion d'honneur. Je trouve qu'il y a un côté romanesque dans ces livres. En même temps, ces héroïnes sont des filles qui sont des filles concrètes, qui sont courageuses. Eh bien là, c'est un auteur à qui on peut tout à fait confier la sensibilité de nos jeunes lecteurs. Elle les emmène et en même temps, elle les emmène pas n'importe où. Et puis en même temps, je pense qu'on doit très très rapidement apprendre aux jeunes lecteurs à critiquer, à dire qu'un livre ne leur plaît pas, à leur faire dire pourquoi il ne leur plaît pas, en quoi il les a gênés, en quoi il leur a déplu. Ne jamais les obliger à terminer un livre si on voit que ça accroche pas, parce que ça peut ne pas accrocher parce que le livre les ennuie, mais aussi parce que le livre les choque. Oui, exactement. Et là, c'est quelquefois dangereux de leur imposer de terminer le livre. Il faut leur apprendre le sens critique. On dit non, tu vois, celui-là, bon, il y a peut-être un personnage qui est pas forcément sympathique. En quoi, raconte-moi, les faire parler. C'est une bonne occasion de dialogue avec eux dès qu'ils ont acquis cette possibilité. Voilà, parce que l'objectif, c'est finalement qu'ils arrivent eux-mêmes à entrer dans cette forêt tout seuls et qu'ils fassent les bons choix. C'est là où j'avais envie de dire aux auditeurs de Radio Courtoisie également de ne pas se priver des services des bibliothèques municipales. La plupart des villes se sont dotées de très belles médiathèques. Et là, il faut faire ses choix. Ça s'apprend même très jeune pour aller choisir les albums. On y va ensemble.
On peut faire des erreurs, on arrive à la maison, on s'aperçoit que tel livre, ben non, on explique pourquoi, hop, on le met de côté. C'est excellent, c'est ça qui les forme. Et l'objectif, c'est vraiment qu'ils arrivent à faire leur choix par eux-mêmes, qu'on leur fasse confiance et qu'ils aient éveillé leur esprit critique par la discussion. C'est tout à fait ça. Et puis en regardant une couverture, une quatrième de coup, qui déjà commence à leur parler ou pas, où ils voient déjà on est dans quelque chose d'un petit peu qui ne les inspire pas ou qui leur fait peur. Et ça me semble effectivement très très important et c'est valable à tous les niveaux d'âge évidemment. Oui. Et puis en plus, profitons de ces bibliothèques. On ne peut pas acheter tous les livres. Les livres coûtent facilement 15 €. Voilà, les familles n'ont pas des budgets extensibles et puis surtout quand ils ont plein d'enfants. Quand ils ont plein d'enfants et puis quand vous achetez un livre 15 €, vous n'avez vraiment pas envie de vous tromper. Alors que là, à la bibliothèque, vous pouvez vous autoriser un choix. Mais quand on a trouvé un bon livre, on peut aussi noter ses références sur le cahier de commande de la bibliothèque et le faire acheter par la bibliothèque. Très bonne idée. Ça, c'est un geste qui peut être assez généreux et pour l'auteur et militant. Très important. Et puis parler avec les bibliothécaires. Elles ont besoin d'avoir les retours. Parfois, le monde des bibliothécaires est assez. Justement, est-ce que l'une ou l'autre vous travaillez avec les bibliothèques, justement, et les bibliothécaires, parce que vous êtes pour elles une source inépuisable. Vous faites leur travail de sélection. Oui, à vous. Alors pour ma part, j'ai toujours aimé les bibliothèques municipales. Donc j'ai toujours parlé avec les bibliothécaires et même si nous avons des approches différentes sur certains sujets, bon, j'y vais doucement, j'arrive pas comme un bulldozer tout le temps sur toutes les questions qui fâchent, mais par petites touches, on peut dire des choses, on peut orienter et elles ont vraiment besoin de ces discussions et on peut conseiller. Il m'arrive assez fréquemment de conseiller des livres, d'en parler. Et mon idée serait de mettre en place des plateformes beaucoup plus actives entre les gens qui font des sélections comme nous essayons de le faire, et puis ceux qui ont des budgets à dépenser en littérature jeunesse. Et moi, je pense aussi que certains bibliothécaires viennent sur Chouette un livre. Je les ai rencontrés quelques fois à la fête de Radio Courtoisie, par exemple, et me disent, vous savez, sur votre blog, je trouve plein de bonnes idées, puis ça me permet de passer des commandes, mais discrètement, parce que si vous saviez tout ce que pensent mes collègues, voilà, moi, ça me permet de repérer des livres. Je peux pas tout voir, mais en plus, voilà. Donc, ils viennent chercher des idées, ils sont très contents, et quand on se rencontre, on a de bons échanges, mais quelquefois avec une certaine discrétion. Les libraires et les bibliothécaires ne brillent pas toujours par leur ouverture d'esprit. Pas tous. Pas tous. Il y en a des remarquables. Mais certains. Oui, ça c'est certain. Et j'ai vu en plus que vous aviez un partenariat avec la Procure, vous, sur 1, 2, 3 loisirs. Alors, lorsque je suis arrivée, 1, 2, 3 loisirs avait un partenariat d'achat avec Amazon. Et très mauvaise idée. J'ai trouvé que c'était pas très cohérent avec tout ce que nous portons tous, l'amour du livre, l'amour de la petite librairie, etc., du lieu, du conseil, de la personne. Donc c'est arrivé à un moment où il était mûr, il était temps de le faire, et donc nous avons un partenariat avec la Procure. En fait, il s'avère que les utilisateurs du site achètent finalement assez peu en ligne par ce lien. Mais viennent prendre un conseil et puis ensuite vont dans leur librairie. Moi, c'est pas un absolu, c'est un service en plus, mais c'est difficile de trouver des éditeurs qui aujourd'hui vendent en ligne, parce que la plupart ont un distributeur, un diffuseur, donc ils ne vendent rien en direct. Ça passe obligatoirement par l'office et par le réseau de distribution habituel, c'est-à-dire les librairies. Et finalement, pour celui qui a envie d'acheter le livre et qui n'a pas nécessairement une librairie à côté de chez lui, le site de l'éditeur ne propose rien, et donc il faut qu'il se retrouve sur les grands sites commerciaux ou qu'il aille. Ce que fait, alors, je tiens à le souligner, par exemple les centres Leclerc qui ont ouvert des centres culturels à travers la France entière. J'en ai visité plusieurs cet été et je suis tombé des nues parce que ce sont des librairies magnifiques, magnifiquement tenues, avec une richesse d'ouvrages qui m'a beaucoup étonné. Et je pense j'ai le sentiment, je me trompe peut-être, mais qu'on a affaire chez ces gens-là qui ont une approche commerciale et peut-être attachée à leur métier, un peu différente des libraires qui ont un peu phagocyté le monde de la librairie pendant des décennies. Et ils ont une liberté d'achat, de sélection
particulièrement remarquable. Donc, c'est bon à savoir, on pourrait peut-être... Je tiens à le souligner. Alors évidemment, je ne défends pas la grande distribution et cette enseigne-là au bénéfice des librairies de province dans les petits villages, mais ils sont beaucoup implantés, notamment en province, où il y a de moins en moins de librairies. Donc ça, malgré tout, ça reste une solution. C'est vrai que pour la littérature jeunesse, enfin, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais c'est très difficile d'acheter un album pour des petits sans le lire, sans le voir, sans voir les illustrations. Bon, un roman, un livre d'histoire pour adultes, c'est du texte. On va lire une critique ou deux dans la presse, on va pouvoir acheter le livre. Mais un album pour enfants avec la partie illustration, qui souvent compte autant que le texte, on est obligé de le voir. Or, si on ne l'achète qu'en ligne, ça va pas. Enfin, alors quelques sites d'éditeurs permettent maintenant de feuilleter les premières pages, rare, mais quelquefois c'est à la fin du livre qu'on a un petit souci. Donc moi j'aime bien les voir d'un bout à l'autre, ou les voir sinon dans des librairies ou des surfaces de vente dédiées aux livres. Et voilà, donc là on est quand même un petit peu tributaire des libraires, qu'ils soient grands ou petits, pour tout ce qui est album de jeunesse. Et puis quelquefois, j'en ai fait des éditeurs qui ont de très très bonnes surprises. Moi, je ne m'interdis aucun éditeur. Voilà. Certains, quelquefois, au milieu d'une production sans intérêt, un auteur est excellent, et puis cet auteur, on va le favoriser, on va l'aider à grandir, et ça va être magnifique. Exactement. Alors, est-ce que vous avez d'autres recommandations pour nos auditeurs en cette rentrée ? À vous, Valérie Doubigny, alors. Alors écoutez, là j'ai reçu il y a très très peu de jours un livre chez Pierre Tecky, Saint-Louis et Zélie Martin, Aimer c'est tout donner, de Odile Aumonté, qui écrit merveilleusement bien pour la jeunesse. Il y a une très belle illustration de couverture. Une belle illustration de couverture, c'est en effet à noter. Le livre dans la collection Les Sentinelles, oui, qui est un très joli titre de collection. C'est vrai. Et ce livre est bien fait. Il est à la fois une histoire, mais en même temps des petits chapitres qui développent tel ou tel point de la personnalité de l'un des deux parents de Sainte Thérèse. Et là on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, le sous-titre de la collection, c'est à l'école des saints, des héros et des cœurs vaillants. Oui. Donc c'est bien des modèles qu'on a envie de donner à nos enfants. Exactement. Et là, comme vous le disiez, ce sont des héros, c'est une histoire vraie, c'est bien raconté, c'est d'actualité, voilà. On nous offre ces beaux modèles de parents. Donc voilà, là je pense que Donc Saint-Louis et Zélie Martin, Aimer c'est tout donner. Voilà, chez Tecky, 11,90 € dans la collection Les Sentinelles. Alors j'ai trouvé un bel album sur les lettres enluminées du Moyen-Âge qui est dû à Marjolaine Pereira, qui est une calligraphe. C'est paru aux éditions Millefeuille, qui se disent engagées dans le livre et le patrimoine. Donc c'est un alphabet. C'est sûr que la promotion d'enluminure aujourd'hui, c'est quand même... Voilà, c'est un peu difficile. C'est un pari. Prenant modèle sur des manuscrits, donc du 9e au 15e siècle, cet auteur va redessiner les lettres en forme d'un alphabet, et chaque lettre a droit à un petit texte. Alors B, selon la règle de Saint Benoît, la copie des manuscrits est un travail au même titre que la garde d'un troupeau. À la lettre, attendez, j'ouvre un petit peu au hasard. À la lettre G, du terme, bien sûr, oui. G, certains manuscrits étaient enrichis d'un ou plusieurs niveaux de glose. C'était de courtes annotations sur le texte et parfois des commentaires sur des annotations déjà écrites. Et puis en face, on a un manuscrit de Carpentras du 15e siècle avec un G enluminé absolument superbe. Vous voyez, chaque lettre de l'alphabet donne une explication sur ces lettres enluminées, puis ce sont des modèles pour que les enfants puissent s'entraîner. Et c'est ce qu'elle fait, je crois, dans un atelier. Donc on peut écrire avec son aide, écrire et colorier et dessiner toutes ces belles lettres enluminées. C'est très joli. Donc ça va permettre aux copies des élèves de retrouver... plutôt que de faire des petits gribouillages, ils vont se remettre à faire de l'enluminure sur leur propre copie. Ah, pourquoi pas? Et c'est très joli, oui. Et c'est pour quel âge, d'après vous, Anne-Laure? Écoutez, moi je pense que à partir d'une dizaine d'années quand même, 8 ans peut-être. Oui. C'est un livre un petit peu pour la famille. Vous savez, quelquefois quand on a un cadeau à apporter à une famille, il y a des livres qui finalement dépassent un petit peu les créneaux d'âge, donc on peut les apporter à tous ceux qui vont aimer les belles choses. Ah oui, excellent. Et il est vraiment très beau. Et puis et moi je n'offre plus que des livres.
Parce que les fleurs, ça fait plaisir, mais comme dirait Jacques Brel, c'est périssable. Le vin aussi. Ah, pas les bonbons. Les bonbons. Et les bonbons encore pire. Mais alors qu'un livre, c'est toujours... ça, je remarque, aujourd'hui, c'est pas normal, mais aujourd'hui, ça surprend les gens quand vous arrivez avec un livre et que vous leur offrez un livre. Et or, je crois que c'est quand même on donne un peu cadeau. De soi-même aussi. Hein. C'est un peu de soi-même, parce que c'est très particulier, c'est très personnel. On se met un peu en danger. C'est vrai. Et moi, je ne peux que vous encourager, chers amis auditeurs, à offrir des livres que vous avez aimés, parce que c'est un bon moyen justement de faire passer, de faire connaître des belles histoires, de faire connaître des personnages exceptionnels et de faire passer les bonnes idées. Et puis, vous parliez tout à l'heure de certains lieux différents pour acheter des livres, comme ces centres commerciaux. Moi, je pense aussi aux musées. Dans tous les musées, on a des bibliothèques qui sont très bien faites d'histoire et d'histoire de l'art, avec souvent un rayon pour la jeunesse. C'est une belle façon de terminer la visite d'un site historique ou d'un musée, d'offrir à l'enfant, au filleul avec qui on a partagé ce moment de visite, de lui offrir un livre ou un album. Il y a des maisons d'édition qui font même des albums à colorier, mais thématiques maintenant. Ils sont beaucoup plus jolis que les petits Mickey, j'ose parler anglais ici, qui sont très jolis. Et donc, ça c'est très intéressant aussi. Ce sont des petits cadeaux quand on perd une dent, quand on est invité chez un petit camarade. Les Anglais de chez Usborne font de très belles choses. Pas toutes, hein. Loin, pas toutes du tout, mais il faut faire son choix. Mais c'est toujours un joli cadeau. Finalement, les enfants sont ravis de recevoir des livres. Vous savez, il y a beaucoup de maisons dans lesquelles il y a plus de livres. On entre chez les petits amis des enfants, il n'y a pas de livres. Et on se demande pourquoi les enfants ne lisent plus. Ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps avec mon épouse, on a été dîner chez des gens que nous ne connaissions pas et on a ressenti quelque chose, on a vu une espèce de malaise. Et on n'a pas identifié d'abord et à un moment donné, mon épouse se penche vers moi et me dit « Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. » J'ai dit quoi ? Regarde, il n'y a pas un livre. Et il n'y avait pas un livre, pas un seul, nulle part. On s'était baladé, on avait visité, il n'y avait pas un livre. Alors, effectivement, à la maison, on doit avoir 5000 livres, donc effectivement, ça fait un choc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, ça fait partie de notre patrimoine. C'est une présence, c'est quelque chose d'enrichissant au sens physique presque du terme. Et quand il n'y en a pas, on a l'impression d'un manque absolument terrible. Et combien d'écrans avez-vous repéré dans la maison? Beaucoup plus que chez moi. C'est pas difficile. C'est juste pour faire la transition avec un petit livre paru chez Fleurus, alors qui est pas extraordinaire, mais qui est très amusant, qui s'appelle Chiche, pas d'écran cette semaine. Et donc dans la classe de la petite héroïne, la petite personnage principale, la maîtresse lance l'idée on peut essayer de lancer un défi, pas d'écran dans la semaine, et là ça révolutionne toute la vie de la famille et de l'école. Donc on va s'amuser, on va écouter la radio, un match à la radio, on va faire des gâteaux, on va jouer, on va aller se promener, on va faire on va parler, on va faire des tas de choses, et c'est très amusant. C'est lisible par les petits. Ça c'est très très bien. C'est donc chez Fleurus. Des 6 ans, voilà, c'est une collection Bravo la famille. Alors c'est une famille un peu bizarre quand même, parce que la petite fille vit avec son faux papa. Il y a 3 enfants, mais il n'y a pas un vrai papa. Bon, c'est dommage. Hein. C'est un peu dommage. Surtout venant de Fleurus. Voilà, c'est chez Fleurus. Bon, la langue n'est pas très soutenue. La langue n'est pas très soutenue, mais bon, alors il y a quand même une petite fille qui n'a pas la télévision. Donc, vous voyez, Marion. Il n'y a pas de télé chez Marion. Bon, voilà, c'est très amusant et c'est très facile à lire pour les petits. Puis ça permet de remettre un petit peu en question les envies de ces chères têtes blondes pour avoir une console. Je trouve que l'idée est excellente et je trouve ça épatant que un auteur et un éditeur aient eu cette très très bonne idée, parce que ça devient un véritable fléau quand même. Oui, Chiche, pas d'écran cette semaine, donc chez Fleurus. C'est très facile à lire. D'ailleurs, on peut se demander quel est l'avenir du livre jeunesse. Moi, je ne sais pas si on aura toujours on ne pourra pas se passer du plaisir de feuilleter, de sentir, de toucher. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Laure Blanc, vous-même? Vous pensez que l'écran peut remplacer Alors, vous savez, j'ai vu un dessin d'humour très très drôle l'autre jour. Attablé aux zinc devant une bière, il y a un livre et un balai. Et le balai console le livre en lui disant, tu sais, ils ont inventé l'aspirateur, mais je suis toujours là. C'est excellent, bravo. Donc, ça me rassure un petit peu. Alors moi, je sais que là, je suis totalement réticente à toute la lecture pour enfants sur tablette, écran, etc. Est-ce que, et puis on voit maintenant arriver des livres, des textes qui sont plus des livres. Est-ce que vous vous occupez un petit peu de ces applications qui racontent des histoires numériques et autres? Non, nous sommes très traditionnels.
Et d'ailleurs, je ne signale pas lorsque le livre existe, est disponible en format numérique, je ne le signale pas. À la place, j'ai entré une nouvelle rubrique l'année dernière, je signale lorsque le livre est imprimé en France. Voilà. Vous voyez, nous sommes bien, vraiment... c'est de plus en plus rare. Hein. C'est vrai que c'est important. Oui, je trouve que quand l'éditeur fait... D'ailleurs, j'aurais dû le dire, le livre que j'ai présenté chez Teki sur les époux Louis et Zélie Martin est imprimé en France. Je trouve que c'est important de le signaler. Bah, honneur aux éditions Teki. Exactement. Voilà, ça c'est bien. Moi, il y a quelques années, je me suis posé la question effectivement de l'avenir de la tablette et de savoir si le livre, tout le monde disait que le livre numérique allait, comme au Japon, envahir tout et remplacer. Je n'y ai jamais cru une seule seconde parce que la lecture est, je vais pas dire avant tout, mais également un plaisir physique. Avoir un livre dans les mains, le feuilleter, le lire, plonger dedans, c'est un plaisir physique, c'est pas un plaisir ni un plaisir virtuel ni un plaisir digital. C'est un plaisir que sur des tablettes ce soit très utile pour trouver des thèses, trouver des articles, lire des choses ou lire des mangas par exemple, ces histoires japonaises illustrées qui sont finalement que des successions de dessins. Pourquoi pas? Mais alors là, vraiment, aucune inquiétude sur l'avenir du livre. Et il nous reste 3 minutes, donc je vous laisse à chacune le mot de la fin, ou présenter un livre qui vraiment auquel vous tenez, ou des conseils pour nos auditeurs. Donc Anne-Laure Blanc. Juste un petit dernier, donc à la librairie des écoles, l'histoire des grands compositeurs avec de la musique là aussi, et qui raconte la vie de ces compositeurs avec de très jolies illustrations. Très classique, mais très jolies. Voilà, donc on a la vie avec des anecdotes souvent de la jeunesse de ces grands compositeurs. C'est un bel hommage à la musique et une belle façon d'entrer dans l'histoire. Et avec un CD dedans ou pas? Non, avec un CD, oui, avec un CD et puis d'autres. Ça c'est bien. Jacques Pierluigi avait sorti aussi une collection avec des CD dedans qui étaient remarquables. Et puis chaque compositeur en 5 œuvres, facile à écouter pour des enfants. Voilà, en plus du CD. Donc voilà, ça c'est chez la librairie des écoles, mais c'est pas un livre scolaire. Voilà. Ça c'est plus pour les grands adolescents et les adultes. Déjà oui. Bon, très bien. Très bien. Merci. On va finir en musique. Et Valérie? Eh bien, écoutez, j'invite les auditeurs de Radio Courtoisie qui resteront peut-être sur leur faim, cherchant peut-être plus de romans, etc., dans ce qu'on leur a conseillé, de regarder nos blogs et sites respectifs. C'est ce que j'allais dire. Voilà, donc 123loisirs.com. Nous allons mettre tout au long du mois de septembre toutes nos trouvailles, nos dernières trouvailles de l'été. Regarder les nouveautés et puis sélectionner les coups de cœur. Nous communiquer. Voilà. Et écrivez aussi. Oui, voilà. Et puis faites savoir. Donnez vos conseils et faites-le connaître. Le compte Facebook est fait pour ça aussi, pour partager. Le compte Twitter. N'hésitez pas, faites-le savoir à vos amis. Voilà, ce sont des travaux de qualité et que ça rende service au maximum, c'est vraiment notre objectif. Tout à fait. Donc, puis quand vous voyez qu'un livre est cité à la fois sur 1, 2, 3 loisirs et sur Chouette un livre, alors n'hésitez pas là. Donc 1, 2, 3 loisirs.com et chouetteunlivre.fr. Merci beaucoup Valérie Daubigny, merci beaucoup Anne-Laure Blanc. Merci. Merci évidemment à Franck qui nous a assisté à la technique. Je vous redis encore et encore de nous aider, de soutenir Radio Courtoisie et de nous faire des dons parce que la radio en a plus que jamais besoin. Je vous donne rendez-vous dans 4 semaines, ce sera le 4 octobre prochain pour une émission très spéciale qui devrait réjouir et charmer vos cœurs. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, je ne vous en dis pas plus. Bon dimanche à tous, vive à Christ Oreille et que Dieu vous garde.